Bonjour à vous tous et bienvenue à cette session de questions-réponses portant sur les opportunités du futur programme Erasmus+ pour l'enseignement supérieur. Nous vous remercions également pour vos nombreuses questions et nous attirons votre attention sur le fait que le guide du programme Erasmus+ n'est pas encore paru à ce jour. Et par contre, nous nous sommes efforcés d'être le plus précis possible pour vous apporter une réponse de qualité au vu des éléments dont nous disposons au niveau de l'Agence nationale Erasmus. Cependant, certains éléments de réponse que nous vous donnerons resteront à confirmer à l'apparition de ce guide. Pour vous tenir informé, nous vous conseillons de vous abonner à notre newsletter depuis le site de l'Agence Erasmus. Enfin, si vous souhaitez revisionner ou partager les contenus des séquences de présentation du jeudi 14 janvier, les vidéos seront accessibles à partir du 25 janvier sur la chaîne YouTube de l'Agence Erasmus+ France. Pour répondre à vos questions, je serai accompagné lors de cette session par Isabelle Loutens, qui est chargée de projet également à l'Agence Erasmus+. Bonjour Jean-Louis, bonjour à tous. Alors, les questions vont être traitées selon les thématiques abordées lors de la session du 14 janvier, c'est-à-dire nous parlerons tout d'abord des questions relatives à la charte, aux mobilités, aux projets de coopération, au partenariat de l'innovation et de l'excellence, également l'initiative carte étudiante européenne et enfin, nous répondrons à des questions plus transversales. Alors, débutons par deux thématiques qui ont suscité le plus de questions. L'impact de la Covid et du Brexit sur les projets de mobilité et de partenariat. Alors, concernant la Covid-19, donc tout d'abord, nous vous conseillons de suivre la plateforme Pénélope+ pour avoir donc les informations. Ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, c'est que la clause de force majeure continue de s'appliquer pour l'ensemble des activités e-mobilité, physiques ou hybrides, reportées ou annulées. N'oubliez pas par contre de déclarer vos cas de force majeure avant votre rapport final. Concernant la mobilité hybride, elle reste possible pour les actions clé 1 et les actions clé 2, c'est-à-dire les réunions transnationales, les événements de dissémination, etc. Par contre, pour toute situation particulière, c'est-à-dire demande de report de contrat, allongement de la durée par rapport à l'éligibilité, nous vous invitons à vous rapprocher de votre chargé de projet de l'agence Erasmus+. Concernant le Brexit, qu'est-ce qui va changer, Jean-Louis ? Alors, les projets Action Clé 1, Action Clé 2 sélectionnés jusqu'en 2020, donc pour ces activités de mobilité, elles restent bien sûr éligibles. Ainsi, un contrat 2020, Action Clé 1, peut prévoir des mobilités en 2021 ou 2022 au Royaume-Uni dans la période contractuelle. Les nouvelles conditions d'entrée sur le territoire du Royaume-Uni, par contre, s'appliquent. Donc, il s'agit de nouveautés vis-à-vis des visas ou des assurances de santé. Pour les contrats 2021, donc, le Royaume-Uni a déclaré de ne plus participer au programme Erasmus+. Le Royaume-Uni n'est donc plus un pays programme. Donc des précisions par contre sont attendues de la part de la Commission européenne dans les prochaines semaines sur leur nouveau statut en tant que pays partenaire du programme. Donc là aussi, les informations concernant le Brexit seront mises à jour sur la page Pénélope. Donc pour résumer, pas d'inquiétude pour les conventions de la programmation 2014-2020. Le Royaume-Uni reste éligible jusqu'à la fin des conventions en cours. Alors, passons maintenant à des questions donc, relatives à la charte de l'enseignement supérieur, la charte ECHE, avec une première question. Donc, je souhaite déposer des projets Erasmus+ pour l'enseignement supérieur. Quelle accréditation dois-je obtenir ? Alors, rappelons que la charte Erasmus pour l'enseignement supérieur, également appelée ECHE, est obligatoire pour tout établissement d'enseignement supérieur souhaitant participer au programme. Donc, un appel à candidature est organisé annuellement au printemps par l'agence exécutive de la Commission européenne. Une fois obtenue, la charte est valable pendant toute la durée du programme. Précisons qu'un lycée ayant des sections post-baccalauréat, donc des sections de techniciens supérieurs préparant au BTS, peut à la fois détenir la charte ECHE, mais aussi désormais l'accréditation Erasmus pour ses projets de mobilité infra-baccalauréat relevant du secteur de l'enseignement scolaire. Attention, ces deux appels sont annuels mais distincts. Alors une autre question par rapport à la charte ECHE. Notre établissement vient d'obtenir donc la charte. Quelles sont les prochaines étapes ? Alors une fois la charte obtenue, chaque établissement devra disposer d'un compte OID, un code d'identification organisme, qui lui permettra de pouvoir candidater aux différents appels à propositions.
Donc l'Agence nationale va prochainement prendre contact avec les établissements nouvellement chartés pour leur expliquer la procédure à suivre pour la création de ce code. Alors, comme on vous l'a précisé jeudi dernier, donc il y aura bien un appel à proposition, un appel à candidature pour les chartes en 2021, selon les mêmes modalités qu'en 2020, c'est-à-dire avec 2 procédures, la procédure light et la procédure full. Alors, passons maintenant à une autre question, donc par rapport à la mobilité des individus. Mais avant, est-ce que, Isabelle, tu pourrais nous préciser la signification des sigles, notamment le sigle AC130, AC131, AC171, afin que tout le monde puisse s'y retrouver? D'accord. Alors déjà, le sigle AC signifie action clé. Donc pour la programmation 2021-2027, l'AC130 est l'action clé relative au consortium de l'enseignement supérieur. L'action clé 131 concerne la mobilité entre pays-programmes, c'est-à-dire la mobilité intra-européenne. Et enfin, l'action clé 171 concerne la mobilité internationale de crédit, mobilités qui sont organisées en provenance des pays partenaires. Alors en fait, pour les initiés, l'AC103 devient l'AC131 et ce qu'on appelait l'AC107, mobilité internationale de crédit, devient l'AC171. C'est ça. Alors on continue toujours avec des questions relatives à la mobilité des individus. Donc première question, pouvez-vous nous rappeler les différents types de mobilité éligibles et les durées associées pour la nouvelle programmation 2021-2027 ? Alors, les étudiants pourront réaliser une mobilité d'études, une mobilité de stage ou une mobilité combinée études plus stage, donc, dont la durée minimale est de 2 mois et la durée maximale de 12 mois par cycle, licence, master et doctorat. Nouveauté de la nouvelle programmation, les mobilités hybrides qui permettront une période à l'étranger courte de 5 à 30 jours combinée à des activités virtuelles obligatoires. En ce qui concerne les personnels, pas de nouveauté, de 2 à 60 jours pour les mobilités intra-européennes et de 5 à 60 jours pour celles qui seront réalisées dans le cadre de la mobilité internationale de crédit. Également une autre question, les étudiants inscrits en double diplôme peuvent-ils bénéficier d'une mobilité Erasmus ? Oui, les étudiants inscrits dans ce type de parcours sont en effet éligibles, sous réserve bien sûr de l'absence de double financement européen. Donc pour ces mobilités individuelles, donc des individus, ce que l'on peut retenir, c'est que dans la future programmation, les durées minimales de stage et d'études ont été harmonisées à 2 mois minimum. C'est ça. Voilà. Toujours dans la mobilité des individus, une autre question, quelles sont les opportunités offertes par le programme Erasmus+ pour les apprentis ? Alors, les apprentis du supérieur qui préparent par exemple un BTS, un diplôme d'ingénieur ou tout autre diplôme sont éligibles aux mobilités d'études, de stage, aux mobilités hybrides du programme, au même titre que tous les autres étudiants du supérieur. Une question, des étudiants préparant un BTS à l'île de la Réunion sont-ils éligibles au financement Erasmus pour des mobilités à destination de pays de l'océan Indien ? Oui, ils le sont. Alors, soit par le biais de l'action clé 131 dès 2021, qui permet l'utilisation d'une partie du budget pour des mobilités à destination des pays partenaires, donc c'est l'international Europe, soit par le biais de l'action clé 171, mobilité internationale de crédit, dès 2022. Attention, cette action, à la différence de l'action clé 131, est soumise à évaluation, donc à concurrence en fonction des budgets qui sont disponibles. Une question relative au consortium. En fait, dans la nouvelle programmation, pourrons-nous continuer, comme cela a été le cas dans la précédente, à gérer les mobilités en consortium d'enseignement supérieur ? En effet, le nouveau programme prévoit le maintien de ce dispositif et très certainement une validité du consortium sur toute la durée du programme. L'appel à candidature est annuel et ce, dès 2021. Et par contre, est-ce que tu pourrais nous redonner les arguments en faveur d'une gestion par des consortiums de l'enseignement supérieur ? Oui. La création d'un consortium d'établissements d'enseignement supérieur permet notamment de mutualiser la gestion et l'organisation des mobilités de plusieurs établissements, d'obtenir un financement plus important et de le gérer avec plus de flexibilité. Donc l'agence encourage vivement ce type de regroupement, en particulier pour les petites entités telles que les lycées,
mais il peut convenir également à des grandes structures comme les nouveaux établissements publics expérimentaux. Pour rappel, le coordinateur du consortium n'est pas obligatoirement un établissement d'enseignement supérieur. Il peut être par exemple une région, un GIP académique, une fondation ou une association. Très bien pour les consortiums. On reste toujours sur la mobilité, mais là on est avec une nouveauté donc, que nous offre le prochain programme Erasmus. Ce sont les mobilités hybrides. Avec une question, oui. Oui, la première question sur cette thématique est quelle est la différence entre une mobilité hybride et un programme intensif hybride ? Alors en fait, une mobilité hybride, c'est une mobilité individuelle d'étudiants ou d'un personnel entre deux établissements ou un établissement et un organisme qui peut être par exemple une entreprise dans le cas d'un stage. Alors que d'un autre côté, un programme intensif hybride, lui, est un projet de partenariat entre établissements issus au minimum de 3 pays programmes, avec également le seuil de 15 étudiants minimum impliqués dans ce programme intensif hybride. Pour le programme intensif hybride, l'objectif reste également l'innovation. Mais dans tous les cas, que ce soit la mobilité hybride ou le programme intensif hybride, il ne faut pas oublier que en fait, cette action doit combiner à la fois des activités virtuelles et une mobilité physique. D'accord, donc justement, quelles sont les activités virtuelles qui peuvent être mises en place dans le cadre de ces mobilités hybrides ? Alors en fait, ces activités virtuelles qui peuvent être mises en place sont très variées. Ça peut être par exemple le travail en distanciel d'étudiants de pays différents sur des projets, ça peut être des modules proposés en distanciel. Par contre, une simple vidéo par Skype ne constitue pas une activité virtuelle, il faut que ça soit quand même plus élaboré. Nous vous invitons en tout cas à regarder ou à revisionner l'atelier mobilité hybride qui a été présenté lors des journées de l'enseignement supérieur en juin 2020, où là vous allez trouver plusieurs témoignages, donc des témoignages d'universités, d'écoles, mais également de lycées, qui présentent toutes sortes d'activités virtuelles qui peuvent rentrer dans ce type d'action. Vous trouverez cette vidéo sur le site de l'agence Erasmus à la rubrique événements. Alors passons à présent à l'action clé 2, avec les partenariats de coopération, qui pour rappel est une action décentralisée, gérée par l'Agence nationale. Donc que sont les partenariats de coopération ? Alors les partenariats de coopération sont en fait les héritiers des partenariats stratégiques pour l'innovation, donc du programme 2014-2020. Ils s'adressent à toutes les structures qui souhaitent améliorer la qualité de leur activité, développer des réseaux de partenaires, accroître leur capacité à travailler à l'échelle européenne en partageant des idées et en échangeant de nouvelles pratiques et méthodes pédagogiques. Donc, le projet de partenariat permet d'innover différemment en permettant à des acteurs de s'associer autour d'une thématique commune. Donc, les projets doivent créer de l'innovation pédagogique en regroupant au minimum 3 organisations de 3 pays membres du programme. Donc ces projets doivent intégrer au moins une priorité européenne et ou une priorité sectorielle et ils peuvent se dérouler sur 36 mois par exemple. Donc toujours dans l'action clé 2, partenariat d'innovation avec l'action renforcement des capacités, qui est une action centralisée, donc gérée par l'agence exécutive de Bruxelles. Est-ce que l'action renforcement des capacités existe toujours ? Y aura-t-il un appel à projet en 2021 ? Oui, cette action existera dans la future programmation, elle est reconduite, mais du fait que celle-ci, comme d'ailleurs la mobilité internationale de crédit, est financée par les instruments financiers de l'Europe, qui eux sont en cours de négociation, il n'y aura pas d'appel à proposition en 2021 pour l'action renforcement des capacités. Par contre, on peut vous rappeler les nouveautés qui sont attendues sur cette action. Donc on aura de nouvelles priorités, notamment l'environnement, le numérique, la gouvernance, la croissance durable. Vous aurez également la possibilité de monter des projets de tailles différentes, donc des projets dont la taille sera liée au budget, mais également aux ambitions que vous allez mettre dans ce projet. Et l'idée, bien sûr, est de faciliter l'accès aux primo-demandeurs sur cette action, tout en conservant bien sûr la possibilité de déposer des projets plus ambitieux pour des consortiums plus expérimentés. Également, ce que l'on peut dire, on l'a rappelé jeudi dernier sur cette action, c'est que l'accent sera mis sur les projets dits structurels, c'est-à-dire des projets
qui impliqueront les ministères des pays cibles, tout cela pour renforcer l'impact de cette action renforcement des capacités. Donc ce qu'il faut retenir, ce n'est pas d'appel à proposition 2021, mais oui, cette action perdure dans le nouveau programme. Une question maintenant pour les alliances de la connaissance. Y aura-t-il un appel à projet en 2021 ? Alors pour cette action, oui, donc c'est confirmé, il y aura bien un appel à proposition en 2021. Par contre, on n'a pas de nouveauté majeure donc attendue pour cette action Alliance de la connaissance dans la future programmation. Alors abordons à présent les questions relatives au partenariat d'excellence. Pouvez-vous nous rappeler les objectifs de l'appel à projet Erasmus Mundus Design Measures ? Alors, l'objectif de cet appel à proposition est d'apporter en fait aux porteurs de projets un soutien financier afin de construire un projet de master conjoint Erasmus Mundus et d'encourager en fait ainsi la création de nouveaux masters, notamment avec des pays programmes sous-représentés et également sur de nouvelles thématiques. Donc pour cet appel à proposition qui sortira donc en 2021, il y aura un forfait de 55 000 € donc pour les porteurs de projets qui sera alloué afin de couvrir les frais liés au montage du projet. Donc la durée est assez courte puisqu'elle sera de 15 mois. D'accord. Et quels sont les attendus de cet appel à projet ? Alors les attendus, donc, vous les voyez sur la slide, donc c'est la mise en place du programme académique, c'est l'organisation commune administrative et financière, ce sont également les services communs qui vont être mis en place donc, et offerts aux étudiants, également toutes les actions de promotion et de dissémination du master, et également sont entendus les projets de convention et de contrat d'étudiants. Donc ça c'est un appel à proposition qui est tout nouveau, qui n'existait pas dans la précédente programmation. Donc, toujours pour les partenariats d'excellence, quelles sont les principales nouveautés du master conjoint Erasmus Mundus ? Alors, pas de changement majeur sur la conception pour cette action, mais cependant pas mal de nouveautés. Donc, cette action, en fait, se veut plus ouverte, plus durable, plus souple et plus simple dans sa mise en œuvre et sa gestion. Donc, la première nouveauté, il faudra toujours 3 établissements d'enseignement supérieur, au minimum de 3 pays différents, dont au minimum 2 pays programmes. Dans la précédente programmation, c'était 3 établissements d'enseignement supérieur de 3 pays programmes. Toujours dans le but d'une ouverture à l'international, la possibilité sera donnée aux pays partenaires d'être coordonnateurs, c'est-à-dire qu'en fait, les établissements d'enseignement supérieur des pays programmes auront la même éligibilité que les établissements d'enseignement supérieur des pays partenaires. Également, on aura des simplifications de certaines règles. Dans l'ancienne programmation, il y avait des seuils pour les conférenciers ou les experts avec un minimum de semaines, donc tous ces seuils disparaissent. Et enfin, on aura une simplification au niveau des financements, puisque ces financements, aussi bien pour les bourses octroyées aux étudiants que pour les frais de fonctionnement, seront sous forme de forfait. Donc, d'après les éléments que l'on a, donc on aurait des bourses à hauteur de 1 400 € par mois et par étudiant, et des forfaits de fonctionnement pour le consortium à hauteur de 750 € par mois et par étudiant inscrit dans le master, donc étudiant boursier ou non boursier. Alors, peux-tu nous préciser s'il est obligatoire d'avoir des étudiants non boursiers Erasmus Mundus dans les promotions des masters conjoints Erasmus Mundus ? Oui, alors en fait, ça sera selon les mêmes modalités que dans l'ancienne programmation. Et puis, comme je vous disais précédemment, en fait, les frais de fonctionnement, vous avez compris, seront calculés en fonction du nombre d'étudiants inscrits dans ces masters et seront pris en compte aussi bien les étudiants boursiers donc qui ont une bourse Erasmus pour faire leur mobilité, que les étudiants non boursiers. Donc la réponse est oui, en fait. D'accord. Donc pour résumer, Jean-Louis, l'EMDM, donc l'Erasmus Mundus Design Measures, permet d'obtenir des financements pour préparer son projet de master conjoint. Et l'appel à proposition Master conjoint Erasmus Mundus permet quant à lui d'obtenir des financements de fonctionnement et également les bourses pour les étudiants. Voilà. Et donc en 2021, ce qui est annoncé, c'est que nous aurons deux appels à proposition bien distincts pour le Master Mundus Design Measures et pour le Master conjoint Erasmus Mundus. On passe à une autre thématique, l'initiative carte étudiante européenne, avec cette première question.
est-ce que vous pouvez redonner les informations sur le prochain webinaire concernant l'initiative Carte étudiante européenne ? Alors, rappelons d'ores et déjà que l'Agence nationale Erasmus+ et son partenaire Renater vous convient le 28 janvier prochain à un nouveau webinaire dédié à l'initiative Carte étudiante européenne. Ce webinaire permettra de communiquer sur les avancées de l'initiative et de faire témoigner également des établissements français. Donc, nous invitons toutes les structures impliquées dans la mobilité étudiante intra-européenne, le service des relations internationales, mais également les services informatiques, à s'inscrire. Donc, les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes, et ce jusqu'au 26 janvier, 12h. Une autre question par rapport à l'initiative Carte étudiante européenne. Quel est le calendrier de mise en œuvre de l'initiative Carte étudiante européenne ? Alors, c'est un processus évolutif dont le déploiement se fait de manière progressive et graduelle tout au long de la programmation 21-27. Donc, pour le moment, il ne s'applique qu'aux mobilités d'études intra-européennes de l'enseignement supérieur. Donc, 3 outils ont été développés en parallèle. Donc, le premier, c'est la carte étudiante européenne, qui est le plus connu, en lien avec le CNUS. Le deuxième, c'est l'application Erasmus+, mobile Erasmus+, à destination donc, des étudiants, avec 2 nouveaux services associés depuis la dernière mise à jour qui date de décembre 2020. Et enfin, le réseau Erasmus Without Paper, qui a pour objectif de digitaliser la gestion administrative de vos mobilités. Donc, très concrètement, cela implique l'utilisation de l'Erasmus Dashboard pour les établissements qui ne disposent d'aucun système informatique de gestion des mobilités, ni de prestataires de type MoveOn ou Mobility Online. Donc, il s'agit en quelque sorte de développer votre tableau de bord connecté. La digitalisation des contrats pédagogiques qui lient l'étudiant, l'établissement d'envoi et l'organisme d'accueil. Et enfin, la digitalisation des accords interinstitutionnels. On continue avec d'autres questions sur l'initiative Carte étudiante européenne. Alors, quand sera disponible le module de gestion en ligne des accords interinstitutionnels et quand son utilisation sera-t-elle obligatoire ? Alors, la dernière version du module devrait être mise à disposition courant février 2021. Et l'utilisation des accords numériques est rendue obligatoire pour l'appel à proposition 2022. Donc, rappelons en effet que la validité des accords de la période 14-20 a été prolongée d'1 année par la Commission européenne, de façon à couvrir les mobilités de la nouvelle programmation et notamment la Convention 2021. Une autre question, quand sera disponible le module de gestion en ligne des contrats pédagogiques et quand son utilisation sera-t-elle obligatoire ? Alors, la dernière version du module sera mise à disposition courant mars 2021 et la date indicative d'utilisation a été fixée à juin 2021 pour les mobilités d'études intra-européennes. Donc, pour ces deux modules, il est très important d'étudier en interne avec vos services informatiques comment vous y connecter afin de les utiliser dans les meilleurs délais. Donc, ça en est terminé pour les questions relatives à l'initiative Carte étudiante européenne. Donc, vous avez été très nombreux à nous poser des questions sur les grandes priorités du nouveau programme. Voici donc quelques précisions sur la définition de 2 priorités, l'inclusion et le verdissement du programme. Alors, concernant l'inclusion, il s'agit d'une priorité transversale dans laquelle doivent s'intégrer tous les projets. Ce critère fait partie des critères fondamentaux de la charte Erasmus 2021-2027 et cette priorité se décline en plusieurs actions et financements concrets. Donc, niveau financement, il est prévu un financement additionnel pour les mobilités des publics qui seront identifiés, par exemple des étudiants boursiers échelon 6, 7, 8, dont les modalités restent à préciser. Il sera également toujours possible pour des situations particulières de demander des financements complémentaires pour des personnes en situation par exemple de handicap. Il s'agit dans ce cas de montants calculés aux frais réels au titre donc des besoins spécifiques. Concernant la priorité transition écologique, elle constitue désormais un autre critère fondamental de la charte 2021-2027
Et il est prévu, par exemple, que le forfait kilométrique soit abondé pour compenser des dépenses élevées liées à des transports à plus faible émission de CO2, le train par exemple. Un financement forfaitaire serait également prévu pour accompagner les étudiants qui choisiraient un mode de transport éco-responsable. Donc voilà pour ces deux aspects. Nous terminerons par deux questions qui portent sur le dispositif Europass. Donc, la première est: sera-t-il possible pour les étudiants de postuler à des offres de stage en plus des offres d'emploi? Alors, certains pays comme l'Allemagne intègrent les offres de stage et vous pouvez donc y avoir accès sur la plateforme, mais ce n'est pas le cas de tous. Donc, pour la France, par exemple, Pôle emploi ne recense pas les offres de stage et elles ne sont pas présentes dans le flux alimentant la plateforme. Pour l'instant, donc, une entreprise ne peut pas poster une offre de stage sur cette plateforme. Et enfin, peut-on envisager, une fois le diplôme obtenu ou l'année terminée, de déposer un bulletin ECTS afin d'attester du nombre de crédits? Alors, a priori, rien ne l'exclurait, mais la technologie était encore en développement, donc nous vous invitons à recontacter le Centre national Europass au second semestre pour une réponse plus précise. Donc nous vous remercions à nouveau pour vos questions et votre écoute. J'en profite également pour remercier l'ensemble des collègues de l'agence qui se sont mobilisés pour répondre aux différentes questions. Donc comme je le disais en introduction, pour rester informé sur l'actualité, nous vous conseillons de vous abonner à notre newsletter, donc que vous trouverez depuis notre site internet. Et enfin, si vous souhaitez revisionner ou partager les contenus des séquences de présentation du jeudi 14 janvier, sachez que ces vidéos sont accessibles à partir du 25 janvier sur notre chaîne YouTube, donc de l'agence Erasmus. Et également, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin de renseignements ou de précisions par le biais de notre boîte mail qui s'affiche à l'écran, donc promotion.supérieur@agence-erasmus.fr. Voilà, en vous remerciant pour votre attention. Merci.